Salut, on va parler du premier tour qui dit Alain Frankvro, j'arrive pas à dire, Fri- Fink- Finkvro. Il a dit je voterai au premier tour Gabriel Attal. On va entendre la vidéo, ça dure 23 minutes. Et c'était avant-hier. À propos lui aussi de son engagement, de son regard sur cette campagne avec nous, Alain Finkielkraut, le philosophe, l'écrivain. À propos lui aussi de son engagement, de son regard sur cette campagne électorale, est-ce qu'il ira voter en se bouchant nez? Est-ce que ce sera un ni-ni? Fait-il des distinctions au sein du nouveau Front populaire, comme a pu la faire d'ailleurs hier l'ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, au sein de la France insoumise? Il y a ceux qui peuvent être fréquentables et d'autres non. Il a pris un exemple, celui de François Ruffin. On ne peut pas, pour combattre le Rassemblement national, s'allier avec un parti dont la ligne et de nombreux candidats ont tenu des propos anti-juifs, anti-israéliens, donc antisémites. Donc François Ruffin face à un élu, enfin un candidat RN, vous ne votez pas Ruffin? Mais ça fait partie des débats qu'il va y avoir. Je pense qu'il faudra, le soir du premier tour, circonscription par circonscription, Du cas par cas. décider de ceux et de celles. Ça peut être des républicains, ça peut être des socialistes dissidents, c'est évidemment Mais les François candidats de la Ruffin est majorité. plus fréquentable que certains, c'est ce que vous dites. Mais bien évidemment. Bonsoir Alain Finkielkraut. Bonsoir. Vous comprenez ce que dit Manuel Valls, à savoir que on ne peut pas adhérer à ce Front populaire tel qu'il est aujourd'hui? Ah, bien sûr, bien sûr. Pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la question juive est au cœur de la vie politique française. Et ce n'est pas l'extrême droite qui y a mise, c'est la gauche radicale. Voilà où nous en sommes. C'est la question israélienne avec Gaza qu'elle a mis, c'est pas la question Écoutez, juive. Jean-Luc Mélenchon, c'était pas tout à fait Gaza, a dit de Jérôme Gage qu'il tourne autour du piquet de la laisse de ses adhésions. Ou le retient, pardon. Il tourne autour du piquet ou le retient la laisse de ses adhésions. C'est Jean-Luc Mélenchon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est déterminé par ses origines. Et vous parlez de Gaza, manifestation, grande marche contre l'antisémitisme. Que dit le chef de file de la France insoumise le jour de cette grande marche? Les partisans du soutien inconditionnel au massacre ont le rendez-vous. Et que vient d'écrire sur un poste Rima Hassan, l'égérie de la France insoumise? Les Israéliens dressent leurs chiens policiers à violer les prisonniers palestiniens. Vous voyez jusqu'où va le fantasme? On est dans le même climat que, je n'ai pas peur de le dire, le viol de Courbevoie. Il parle de Gaza, d'accord, mais une petite fille a été violée par des adolescents et on lui a montré des images de Gaza. C'est une réplique française du 7 octobre. Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Et, bien sûr, tout le monde au Front populaire Voilà, c'est ce que je ne voulais dire. pense pas ainsi. Il y a des socialistes, des écologistes, Bien sûr. des communistes. Alors, premièrement, D'ailleurs, beaucoup disent on ne veut pas de Mélenchon à Matignon. bien sûr, oui, d'accord. Mais cet antisémitisme n'est pas marginal à la France insoumise, il est central, il est programmatique. C'est un fonds de commerce. C'est se mettre au diapason de ce que Jean-Luc Mélenchon appelle lui-même la nouvelle France. Il faut penser avec les quartiers populaires, parce qu'il pense que c'est l'idéologie des quartiers populaires. Quant aux socialistes, aux modérés, etc., ils ont voulu pactiser avec l'antisémitisme pour empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir. C'est déplorable et c'est même scandaleux. Pour que je comprenne bien, vous êtes sur quelle position? Ni RN, ni LFI, ou plutôt vous dites je me sens plus protégé par Marine Le Pen que par Mélenchon? Ma position comme électeur d'abord, c'est de voter
au premier tour en faveur de la liste dirigée par Gabriel Attal. Je ne le ferai pas avec enthousiasme débordant, euphorie. Je n'ai jamais été macronien. Je n'ai pas été convaincu en 2017 par cette opposition progressiste conservateur qu'il voulait substituer au vieux clivage droite-gauche. Je ne suis pas reconnu là-dedans. Je n'ai pas été convaincu non plus par son idée que la fracture française était soluble dans l'économie. Non, c'est pas simplement par des mesures économiques qu'on peut résoudre ce problème. Et j'ai été effaré par les zigzags de sa politique éducative. Oui, l'école est en ruine. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Un coup Blanquer, un coup Papendiaï, un coup Gabriel Attal, un coup Nicole Belloubet. On ne s'y retrouve pas. Gabriel Attal a le mérite de ne pas être un adepte du en même temps, et il me paraît plus ferme. Je regrette d'ailleurs qu'il ne soit pas resté ministre. Donc vous votez Attal à Matignon. Ça, c'est le premier tour. Ça, c'est le premier. Alors le deuxième tour. Ah, vous bouchez le nez? Alors là, je voudrais même entamer un débat avec vous, tous les deux. C'est pas votre rôle, donc vous n'allez pas me répondre. Mais imaginez que vous soyez électeur dans le Vaucluse, dans la première circonscription d'Avignon. C'est possible. Donc vous auriez face à face Raphaël Arnaud, qui, le 7 octobre, a salué l'offensive sans précédent de la résistance armée palestinienne. C'est le candidat du Front Populaire dans cette circonscription. Candidat du Front Populaire, oui. Du Front Populaire, investi par le Front Populaire. Et d'un autre côté, la députée sortante du Rassemblement national. Alors oui, je le dis, pour empêcher qu'un pogromiste assumé ne siège à l'Assemblée nationale, je voterai la mort dans l'âme pour la candidate du Rassemblement national. RN. La mort dans l'âme parce que je reste un adversaire résolu de ce... Mais là, vous faites un choix. Vous dites oui, le RN plutôt que ce jeune... Oui, parce que ce n'est plus un parti fasciste. Ce n'est pas le retour des vieux démons. Ce sont des jeunes démons fougueux de la France insoumise qui menacent aujourd'hui les Juifs et la République. Pour autant, le Rassemblement national, c'est aussi le parti qui demeure, malgré un ripollinage de façade, qui demeure poutinien, qui a choisi la Russie contre l'Ukraine, c'est-à-dire contre l'Europe, et qui est sensible à l'argument poutinien, si vous voulez, de l'Europe décadente. Donc vous avez choisi, Alain Finkielkraut, mais je voudrais vous montrer ce que disait, et vous l'avez sûrement en tête, Dominique Strauss-Kahn, une tribune qui a été publiée dans Challenge. Au second tour, dit-il, en cas de duel RN-LFI, certains seront rebutés par les outrances insupportables, les positions indéfendables de Jean-Luc Mélenchon, mais il ne faudra pas hésiter, dit Dominique Strauss-Kahn. Je suis... il faut choisir son meilleur ennemi pour éviter le pire, fût-ce en se bouchant le nez. Le pire. Il y a des gens, je répète, je suis un adversaire résolu du Rassemblement national. Mais il y a des gens qui persistent à se raconter des histoires, qui veulent à tout prix que ce soit encore un parti fascisme, que la bête immonde soit à nos portes. Je pense que ce n'est pas vrai. Il ne faut pas se tromper d'époque et combattre le Rassemblement national pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'on rêverait qu'il soit. Voilà ma pensée. Et je trouve la prise de position de Dominique Strauss-Kahn déplorable, d'autant plus qu'il était un des représentants de la gauche réaliste, de la gauche modérée. Et le programme du Front Populaire, ça du Front Populaire tout entier, c'est loin de la politique de Dominique Strauss-Kahn. Est complètement délirant. Mais ça, il le sait. Mais il dit qu'il faut choisir son meilleur ennemi. Et pour lui, son meilleur ennemi, c'est le Rassemblement national. Moi, si vous voulez, je n'ai jamais... Mes parents, mon père a été déporté de France. Donc mes parents, à chaque élection, ils se demandaient, est-ce que c'est bon pour les Juifs? Moi, j'étais indulgent avec ça, parce que je savais d'où ils venaient. Je comprenais... Sinon leur méfiance, du moins le fait qu'ils soient un peu sur leur garde. Mais j'ai jamais raisonné ainsi. Moi, j'ai toujours raisonné en citoyen français. Mais là, je suis obligé de me poser la question. C'est terrible d'ailleurs.
C'est terrible pour moi. Visiblement... C'est un crève-cœur pour vous? Bien sûr. C'est un crève... Et de toute façon, la situation française, la situation en France est un crève-cœur pour les Juifs français, est un véritable crève-cœur. Et d'ailleurs, je suis sûr que dans toutes les familles juives, il y a un jeu de société. En 2027, vous faites quoi? Si, par malheur, on avait un deuxième tour... Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon. Jean-Pierre Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Mais si vous voulez... si Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir, c'est pas mauvais pour les Juifs. C'est fini pour les Juifs. Certes, ils pourront vivre, mais ils ne se sentiront plus chez eux. Ils ne seront plus en confiance. Certains partiront, d'autres resteront, mais très méfiants. Mais comment on en est arrivé là qu'aujourd'hui, des Français de confession juive se disent finalement il faut mieux, pour vivre en France, si on avait le choix entre les deux, Marine Le Pen et Mélenchon, Marine Le Pen plutôt que Jean-Luc Mélenchon, qui était quand même quelqu'un issu du Parti Socialiste, qui a été ministre de Lionel Jospin, qui a été plusieurs fois candidat présidentiel. Comment on en est arrivé là? Mais on est arrivé là du fait de cette dérive. Et cette dérive, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon la revendique encore. Et il faut pas, si vous voulez, dire que c'est un épouvantail. C'est toute la France insoumise. Il l'a dit aujourd'hui. Un Français sur 4 est issu de l'immigration, d'une certaine immigration. Donc, nous voyons naître une nouvelle France. Dans cette nouvelle, c'est-à-dire, dans cette nouvelle France, il ajoute que les Français qui se disent de souche constituent un problème, voire une menace pour la cohésion nationale. Donc, il inverse les choses. Voilà, il inverse les choses. La fidélité à un certain passé devient, si vous voulez, quantité négligeable, c'est fini, c'est hors de question, c'est un monde révolu, il faut s'adapter à cette nouvelle France, et on sacrifie les Juifs, et bientôt, peut-être, aussi les Français d'origine française. Votre accusation et votre scénario, c'est grave ce que vous dites. Très grave. Mais c'est grave aussi ce que vous dites. Parce que si je suis votre raisonnement, vous dites avec l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon au pouvoir, il y aura des pogroms. Non. Si, vous dites ce sera fini pour les Juifs. Fini pour les Juifs, ça veut dire qui? Ça veut dire qu'il y a une haine arabo-musulmane ou de confession musulmane qui va se libérer contre les Juifs? Non, alors c'est quoi? Expliquez-vous. Elle s'est déjà libérée. Je ne dis pas que ça va déclencher des pogroms, pas du tout. Je dis simplement si vous dites c'est fini pour les Juifs, ça veut dire quoi? Parce que un antisémitisme d'État sera au pouvoir sans même avoir besoin d'une occupation étrangère. Mais qui l'incarnera? Il y a Jean-Luc Mélenchon, David Guiraud qui a dit de Meyer Habib, et je dis, c'est pas un de mes amis politiques, je peux vous dire Meyer Habib, mais il a dit de lui à 3 reprises, ce monsieur est un porc, et il a adressé ses excuses à tous les cochons de se faire France traiter d'ordure aussi qui ne défendent par Meyer Habib. Qui ne défendent pas, un porc, c'est pas rien, qui ne défendent pas le génocide. Donc ce sera vraiment une ambiance, ce sera en effet un antisémitisme d'atmosphère et un antisémitisme au pouvoir. C'est ça qu'il faut se dire. Alain Finkielkraut, Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis disent, mais si on était antisémite, comme c'est un délit, on serait condamné par la loi, on serait devant des tribunaux, mais ce n'est pas le cas. C'est pas la question. Je vous ai cité un certain nombre de phrases. Oui. Alors, je vais aggraver mon cas. François Ruffin, on dit c'est le bon, c'est le gentil. Il y a le méchant, l'épouvantail Mélenchon, c'est le gentil. François Ruffin, et ce ne sera pas pénalisé par la loi, a dit que la première mesure, je dis bien la première mesure, du Front populaire, ce serait de réintégrer Guillaume Meurice à France Inter. Alors réintégrer à France Inter, ça veut dire on viole l'indépendance du service public. Et qui est Guillaume Meurice? C'est un humoriste, enfin c'est lui qui le dit, c'est un humoriste qui a dit de Benyamin Netanyahou, 3 semaines après le 7 octobre, que c'était une sorte de nazi sans prépuce. C'est de l'humour, c'est un sketch. Un sketch. Il est peut-être mauvais, mais c'est un sketch. D'accord. Et quand Jean-Marie Le Pen a dit du rafour crématoire, vous êtes marré? Vous êtes marré? C'est une blague. Un homme politique a le droit de faire une blague. Personne n'a ri. Et là, moi... Parce que c'est un leader politique, Jean-Marie Le Pen. Je suis d'autant plus à l'aise pour dire cela, que j'ai aussi écrit que Benyamin Netanyahou
était le pire Premier ministre de l'histoire d'Israël. Je suis solidaire des manifestants israéliens qui descendent dans la rue toutes les semaines pour demander la démission de Netanyahou et la tenue d'élections immédiates. Donc, cependant, nazi sans prépuce, c'est ordurier. C'est ordurier. Il faut quand même pas oublier, puisqu'on pense au nazisme, etc., que les Allemands déculottaient les gens pour savoir s'ils étaient juifs et pour être sûr de déporter les bons. Voilà, c'est ça. Donc on ne peut pas dire une chose pareille. Et même nazi, on ne devrait pas pouvoir le dire. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres manières de critiquer Israël, que de nazifier Israël, parce qu'on nazifie les juifs. Et à ce moment-là, vous dites, ah oui, l'antisémitisme est puni par la loi, et c'est vrai. Et en plus, on dit, comme toutes les formes de racisme. D'accord. Ouais. Sauf que, vous l'aurez peut-être remarqué, l'antisémitisme contemporain est une modalité de l'antiracisme. Ouais. Les juifs, à travers Israël, sont traités de racistes et même de nazis. C'est pour ça qu'on les agresse, c'est pour ça qu'on les injurie, et c'est pour ça qu'on les... Guillaume Meurice n'a pas été condamné. Mais il n'a pas été condamné, Guillaume Meurice. Donc, par la loi, par la il a justice. été licencié par son employeur. Je m'en fous. Cette phrase est délibérément antisémite. D'accord. Donc 2027, C'est pas 2027, vous allez dans justice l'isoloir. qui va Si c'est me- Marine Le Pen, qui va Jean-Luc me- Mélenchon, qui va me faire 2027, sentir les vous choses. votez Marine Le Pen. Écoutez, je n'en sais rien. Ah, c'est vous Je qui avez dis- évoqué le cas de figure. Je vous ai dit et vous dites ce que avec je Mélenchon, ferai c'est dans fini pour les la Juifs. circonscription d'Avignon. Non, mais là, vous avez dit J'espère que nous 2027, n'arriverons pas là. Je vous Mélenchon au répète pouvoir, c'est fini que pour les je ne Juifs. veux pas du Rassemblement national au pouvoir. Ah, mais- Je ne veux pas être soumis à cette alternative. Ouais, mais- Il faut tout faire pour l'éviter, mais l'éviter, ça aurait été aussi la constitution d'une droite un peu forte et d'une gauche social-démocrate courageuse. Vous m'avez cité sur Strauss-Kahn, je voudrais vous citer Jérôme Gage, d'une part, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve. Ceux-là ont sauvé l'honneur de la gauche. Mais ils sont Et minoritaires. incarnent peut-être Et François Hollande. l'espoir. François Hollande. François Hollande a eu tort. François Hollande, à la différence de Strauss-Kahn, il se jette dans la bataille, donc il espère pouvoir De l'intérieur. vaincre de l'intérieur. Mais il se trompe, parce que la France insoumise est hégémonique. D'ailleurs, on l'a vu à la télévision, le débat Attal, Bardella, Bompard. Derrière Hier soir. Bompard, porte-parole du Front populaire, il n'y avait que Des insoumis. des membres de la France insoumise, exclusivement. Donc, ceux-là sont hégémoniques. Est-ce que vous regrettez que Raphaël Je pense Glucksmann... que, malgré sa manie, il est malin, François Hollande. Mais là, Il sera encore, l'invité est de naïf. Benjamin Duhamel dans 7 minutes d'ailleurs, donc il doit sûrement vous écouter en ce Ouais, je moment. vais être gentil avec lui alors. Raphaël Glucksmann, il a tort de soutenir, en se pinçant le nez également, le Front populaire, Raphaël Glucksmann. Je pense qu'il a tort. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Il faut quand même pas oublier qu'il a été traité par un candidat investi par le Front populaire, Voilà. de sioniste, porte-parole de la droite libérale, soi-disant de gauche. Je pense, en plus, sa campagne avait un axe principal, l'Ukraine. Sur l'Ukraine, on a beaucoup de reproches à adresser à Emmanuel Macron, le dernier étant cette dissolution. Sur l'Ukraine, on peut dire qu'il est impeccable. Et en plus, c'est intéressant parce qu'il a évolué. Il a voulu jusqu'au bout parler avec Vladimir Poutine. Mais- Il a compris à qui il avait affaire. Sur l'Ukraine, le Front populaire, c'est beaucoup plus douteux. Parce que la France insoumise ne veut pas de l'engagement de la France. Elle a aussi un tropisme pro-russe. Donc, j'aurais pensé que Glucksmann dise, eh ben voilà, C'est une dans ligne les rouge. conditions actuelles, il faut voter pour la liste que dirige Gabriel Attal. Vous auriez aimé un rapprochement Raphaël Glucksmann Il a Attal. préféré le Front populaire en disant je vais être vigilant. Je pense qu'il s'est trompé. Tout ça au nom d'un antifascisme largement Mais imaginaire. Alain Finkielkraut, depuis que nous discutons depuis maintenant un quart d'heure, 20 minutes, il y a un nom que vous n'avez pas prononcé, celui d'Emmanuel Macron, du président de la République. Parce que si on est dans cette situation, si ça force des gens comme vous à faire des choix terribles,
Le responsable de la situation, c'est le président de la République avec la dissolution. Totalement d'accord avec vous. Cette décision est absolument catastrophique. Il est vrai qu'il avait une chambre très, très difficile à gérer. Majorité relative. Il ne pouvait pas faire de coalition, même sur des points précis. Mais enfin, donner la parole au peuple alors qu'il vient de la prendre, c'est absurde. Au moins aurait-il dû attendre le mois d'octobre. Donc, en plus, c'est une marque de mépris à l'égard des siens, de ses ministres, de ses députés. C'est absolument terrible. Mais il a prononcé la dissolution du macronisme. C'est ça, la vérité. Et de la Ve République. C'est assez incompréhensible. Oui, je pense que c'est incompréhensible. D'ailleurs, ces ministres n'ont pas... Alors, ça peut se comprendre par le succès de 2017, si vous voulez. En 2017, il a, si vous voulez, bravé, contredit tous les pronostics. Et donc, depuis cette date, il est convaincu de son génie. Il a quelque chose de plus. Le centrisme avait toujours échoué. Avec lui, il a réussi. Donc, il s'est dit, avec quelques conseillers, mais ça, vous en avez beaucoup parlé, que, voilà, il avait forcément lui-même la bonne formule. Donc, cet excès de confiance en son intelligence supérieure nous a conduits dans cette panade. Et comment on va en sortir, selon vous? Ça, je ne sais pas. Vraiment, c'est une situation effrayante. C'est une situation absolument effrayante. Je pense que... vous craignez la guerre civile? On va vers une chambre ingouvernable. Non, pas la guerre civile. C'est aussi ce qu'a dit le président de la République. Il l'a tenu dans un podcast. Oui. Do it yourself. Oui, Non oui, c'est ça. Podcast. Ça a dû vous plaire, ça. Ben oui. Enfin, il est président de la République française, pas de la France, et pas président de la République globiche. C'est l'académicien qui parle. Et il a dit la guerre civile, non. Mais il est vrai que si Jérôme Bardella, non, c'est pas Jordan Bardella à la majorité absolue, il y aura un climat insurrectionnel. Oui, sans aucun doute. Enfin, il y aura des émeutes, il y aura des manifestations. Ça c'est sûr. Mais que va-t-il se passer, ce qui est le plus vraisemblable, au cas où personne n'atteindrait la majorité? Je pense que tous les politiques se cassent les dents. Oui, parce qu'on n'a jamais connu ça sous la Ve République. On n'a jamais connu ça, et donc on a 3 ans à vivre, et 3 ans à vivre qui seront sans doute invivables. Ah, mais est-ce que le président de la République, puisqu'il a évoqué le risque de guerre civile, est-ce qu'il doit de nouveau, même s'il parle beaucoup, prendre la parole pour dire quel que soit le résultat des élections, il faut respecter le choix des électeurs? Tous les responsables politiques, d'ailleurs, doivent-ils dire attention, respecter le choix démocratique? Absolument, absolument, parce que sinon, bah oui, je veux dire, en plus, parce qu'on entendait plutôt des appels à la résistance aujourd'hui. Il faut aussi se demander ce que sont ces électeurs. Il y avait un article d'aujourd'hui dans Le Monde de Luc Bronner, absolument passionnant. C'était en Seine-et-Marne, et il disait, en Seine-et-Marne, les électeurs LR, inquiets de voir la banlieue rattraper leur village, approuvent le ralliement de Ciotti au Rassemblement national. Et il citait une dame de 71 ans qui a été secrétaire dans une usine de Nangis et qui vit dans un village, dans un bourg, Ferté-Gauchet, où elle a été très heureuse. Elle était très heureuse dans ce bourg et elle veut vendre sa maison. Pourquoi? Parce que la population a changé. Trop d'immigrés, trop de femmes voilées, trop de cas sociaux, dit-elle. On va dire que cette femme est raciste, on va dire que cette femme est fasciste. Non, tous les partis politiques auraient dû prendre en charge cette douleur, cette détresse, tous, comme au Danemark. Or, on l'a abandonné au Rassemblement national, hélas, et on en voit aujourd'hui le résultat. Toute dernière question, question courte, réponse courte. Si on est dans une situation ingérable, est-ce que pour la dénouer, le président doit démissionner? Non. Ça, c'est toujours les... Marine Le Pen, elle n'arrête pas de dire que les gens doivent démissionner tout le temps. Ça, c'est vraiment... C'est un tic qu'elle a... C'est ça qu'elle a hérité de son père. Non, non, il ne doit pas démissionner. Il faut respecter la Ve République, respecter les institutions. Qu'est-ce qui va passer? Je ne sais pas. Mais il a été élu pour 5 ans. Merci à vous. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à la prochaine.